Amis cyclistes, amis amateurs de vélo, je vous dis bonjour et vous souhaite la bienvenue dans ce 7e numéro de Parlons Vélo. Chaque podcast nous donne l'occasion d'aller à la rencontre de ceux qui font vivre le vélo à leur manière et qui, eux aussi, ont des choses à nous dire, à nous raconter sur le cyclisme, leur métier et l'actualité. Aujourd'hui, je reçois François Bidard. Cycliste professionnel chez AG2R La Mondiale, c'est un homme qui vient de la terre. Issu d'une lignée d'agriculteurs, ses parents sont à la tête d'une petite exploitation en Normandie. Alors que bon nombre de coureurs choisissent les attraits des îles et du soleil à l'intersaison, François Bidard, lui, change de maillot et endosse l'habit temporaire d'agriculteur, métier qu'il compte faire sien à l'issue de sa carrière. Il me semblait intéressant d'interroger François sur sa passion qui l'accompagne depuis le début de sa vie, même en tant que coureur professionnel. Si ce podcast vous a plu, à la fin de votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour François Bidard, merci d'avoir accepté cette invitation pour ce nouveau podcast. Je voudrais juste au préalable, pour commencer, juste simplement savoir un petit peu d'où tu viens, quel est ton itinéraire et comment tu es arrivé au monde du vélo. Donc si tu pouvais nous dire par exemple comment t'es venue la passion du vélo. Ouais, donc bonjour Bertrand, bon, merci de cette invitation. Après, j'ai commencé le vélo en école de cyclisme, j'avais 8 ans, donc j'ai commencé à côté de ma ville à Donfront pendant 2 ans en poussin. Après j'ai continué à Flers cyclisme 61, donc j'ai fait toute mon école de cyclisme là-bas, et après en continuant les études, c'est avéré que j'ai trouvé un lycée qui avait une section sportive cyclisme à Aurillac dans le Cantal. Donc cela me permettait de poursuivre mes études agricoles tout en ayant un sport-études dans le vélo. Donc voilà, j'ai fait 4 ans dans ce lycée-là, donc bac pro et BTS agricole. Après j'ai fait une année à Roanne et ensuite j'ai intégré la réserve de l'équipe AG2R La Mondiale, donc le CCF. C'est une passion qui m'est venue un peu par hasard parce que il y a vraiment personne de ma famille qui faisait du vélo. C'est en suivant un ami comme j'aurais pu faire du foot. Et puis bon, finalement, c'était le vélo et je suis resté dans ce monde-là. Et donc voilà comment je suis venu dans ce monde-là. Et du coup, tes parents n'étaient pas du tout cyclistes, mais même, je pense, est-ce qu'ils regardaient simplement le cyclisme à la télévision? Ouais, non, pas plus que ça, hein. Mes parents et personne de ma famille ne connaissait vraiment le vélo, hein. Bien entendu, on suivait la grande boucle l'été, mais après, non, ils n'ont pas beaucoup de connaissances dans ce milieu-là. Et eux, justement, comment ils ont vu le fait que tu te diriges, enfin déjà tout simplement quand tu étais enfant, que tu te diriges vers le vélo, puis un peu plus tard, en effet, que tu arrives au point d'en faire ton métier. Comment ils l'ont vécu, ça? Bah, c'était un choix de ma part j'avais 16 ans, hein, 16 ans et demi, de partir de la région de Normandie. Donc je suis arrivé à Aurillac, donc j'étais tout seul, j'avais une famille d'accueil des week-ends, donc j'étais loin de ma famille. Donc à partir de là, c'est vrai que c'était un choix personnel de m'orienter vers le vélo tout en assurant mon bagage études agricoles. C'était vraiment j'ai la chance d'avoir des parents qui ont accepté ce choix-là. Et après, c'était le choix de rejoindre aussi l'équipe réserve de CCF. Donc, c'est à partir de là que j'ai vraiment pensé à un milieu professionnel. Et quelque part, pour mes parents, ça a été un peu... ils s'attendaient peut-être pas à que j'en arrive là, en fait. On pensait plus que j'allais peut-être faire du vélo par loisir et plus m'orienter vers l'agriculture en tant que chef d'entreprise en m'installant sur la ferme familiale. Donc au moment c'était peut-être un coup dur pour mes parents, mais bon après c'est maintenant on regrette rien et je sais que je vais revenir après à la ferme, donc c'est vraiment important de vivre ce que je vis tout de suite dans ce milieu-là et après je reviendrai sur la ferme.
Est-ce que quelque part ils avaient tracé entre guillemets un parcours type pour toi? Parce que tu parlais tout à l'heure justement de tes parents qui te voyaient entrepreneur dans le monde agricole. Est-ce que Ouais. justement c'est quelque chose qu'ils avaient un petit peu tracé ou est-ce que vous en Bah, parliez? tracé, après c'est même moi, on sait jamais trop comment prédit l'avenir. Après bon, c'est vrai que j'ai eu vraiment la chance d'avoir des parents à l'écoute et qui sont acceptés et puis qui m'accompagnent maintenant dans ce milieu-là, dans tous mes projets sportifs. Donc c'est vraiment, je leur tire un chapeau aussi d'être à l'écoute comme ça. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ton parcours, c'est justement ce passage chez Aurillac. C'est pas commun finalement pour un Normand, pour un lycéen normand, d'aller s'installer à Aurillac. J'imagine Non. qu'il y a un gap assez important. Donc déjà, pourquoi cette ville? Parce que j'imagine Ouais. que peut-être il y avait d'autres possibilités. Et pourquoi si loin? Ouais. Alors pourquoi cette ville? Parce que j'avais commencé donc mes études agricoles, donc j'avais commencé mon BEP au lycée agricole de Vire, et après le BEP, donc la suite logique, bon bah c'est le bac pro agricole. Et Aurillac, en fait, il y avait le lycée agricole d'Aurillac, Georges Pompidou, qui avait donc ce fameux bac pro agricole avec une section sportive cyclisme. Des sports-études en France, il y en a beaucoup, mais pas avec mon bac pro agricole que je voulais faire aussi. Donc finalement, c'était le seul lycée où il y avait section cyclisme et bac pro agricole. Et ce choix, oui, ce choix qui est quand même très impactant, Ouais. tu l'as appréhendé, tu t'étais excité, t'étais comment justement avant de le faire? En fait, j'ai jamais trop pensé à que ça aurait pu mal se passer. Finalement, j'y suis allé comme ça, sans trop m'inquiéter. On a été visiter le lycée. On était parti un week-end. Je m'en souviens qu'avec ma mère. Mon père, bien entendu, il était resté sur la ferme. Hein. On était partis tous les deux voir le lycée, puis du coup voir aussi ma famille d'accueil, parce que les week-ends il était pas, il fallait pas que je rentre, ça faisait trop loin, donc je rentrais que les vacances scolaires. Donc là j'ai vu le lycée, j'ai vu le club d'Aurillac, la CVA, où j'ai ma licence maintenant. Tous les ans je suis là-bas. Et j'ai aussi fait connaissance de ma famille d'accueil, et voilà, c'est comme une deuxième famille pour moi, donc tout s'est très bien passé, puis ça a été vraiment un très très bon souvenir qui restera gravé dans une vie. Tu as préparé, alors j'ai lu une ancienne interview de toi quand tu étais au lycée, donc en 2011, il me semble. Tu disais Ah que tu oui. préparais un BTS ACSE, analyse comptable des systèmes d'exploitation. Alors on y reviendra tout à l'heure, mais finalement, juste si tu peux nous dire en quoi ça consiste et pourquoi ce choix. C'était le bac plus 2, enfin, finalement, qui suivait mon bac pro. Et cette filière de BTS, c'était vraiment toute une analyse d'une exploitation agricole en termes de comptabilité, de suivi d'une entreprise. Finalement, c'était la suite après mon bac pro, et c'était important de le faire avec aussi des stages que j'ai pu réaliser aussi dans le Cantal. Donc ça permettait de s'enrichir ailleurs aussi qu'en Normandie. Ensuite, donc il y a Roanne et ensuite le Chambéry. Ah, et moi, ce que je voudrais savoir, c'est à quel moment il y a eu ce petit déclic et justement à quel moment, on parlait de tes parents tout à l'heure, à quel moment tu t'es dit ça y est, je veux être coureur pro et que tu l'as annoncé entre guillemets à la terre entière, mais voilà, c'était ton projet. À quel moment Ouais. c'est arrivé? Mais en fait, donc ma première année de BTS, j'étais encore à Aurillac. Donc jusqu'à là, ça allait bien parce que bon, j'étais à l'école à Aurillac, j'étais au club d'Aurillac, ça allait. Mais bon, j'étais espoir 2, donc espoir 3. Après, il fallait commencer à penser à élever un peu mon niveau dans le vélo parce que bon, je suis resté troisième catégorie encore en espoir 1. Donc c'était déjà un choix d'aller à Rouen au CR4C, de rejoindre une DN1, donc vraiment de courir au niveau national amateur. Et donc ça n'a pas été facile à tout concilier parce que entre Aurillac et Rouen, il y avait 3 heures de route.
J'avais le BTS, donc 35 heures de cours par semaine. Donc c'était vraiment chargé. Et à la fin de mon BTS, donc que j'ai réussi à valider, eh bien la question était de savoir si après Rouen j'allais revenir en Normandie ou si j'allais aller à Chambéry. Donc c'est à partir de là que vraiment c'était pas évident. Donc c'est là que mes parents pensaient que j'allais revenir dans un club DN1 en Normandie, Bretagne, quoi. Et c'est là que j'ai décidé d'aller dans la DN1 au CCF. Donc c'est à partir de là que je me suis orienté vers plus un professionnalisme du cyclisme. Maintenant, je te propose de parler donc de l'activité passion, on va dire. Et donc, on va parler un petit peu d'agriculture. Ouais. Donc, première question. Toi, par exemple, d'où te vient ce goût de l'agriculture? Alors, bien entendu, j'imagine que c'est une évidence même que la famille doit beaucoup aider. Mais voilà, vu que c'est un sujet, tu le dis toi-même, tu vas y revenir tout à l'heure. J'ai des questions sur le sujet. Tu veux y revenir pour l'instant plus tard, à l'issue de ta carrière. Mais justement, toi, d'où te vient ce goût et quelle est l'activité agricole qui t'intéresse le plus? Eh bien, en fait, quand on est né dedans, on est au quotidien dans la ferme. Hein. Après, c'est vrai que j'ai ce goût de l'agriculture après en grandissant, qui se rapproche du vélo finalement parce que c'est un métier pas facile, sans cesse se remettre en question. Et j'aime bien lier la persévérance et le courage qu'on allie dans ces deux métiers. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur de rester dans ces milieux. Et après c'est vrai qu'on est quand même on aime bien nos terres, on est vraiment on est assez ancré dans nos terres, donc voilà, je me vois pas faire autre chose après le vélo que de revenir dans l'agriculture. Et c'est quel type d'exploitation justement la ferme de tes parents? Donc dans notre ferme en fait, nous avons c'est des vaches laitières, c'est essentiellement élevage, on n'a pas de culture. Donc on a à peu près 80 vaches laitières à s'occuper. Et puis ça fait presque 10 ans maintenant que du coup c'est marrant parce que ça fait presque 10 ans qu'on a un atelier de transformation. Donc avec le lait, on fabrique nos glaces. On fait des glaces à la ferme. Et l'hiver aussi, on fait il y a tout ce qui est bûche de Noël, pâtisserie glacée. Donc en fait, c'est marrant parce que cet atelier de transformation, ça a été une idée venue de Aurillac. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais finalement, quand on est fils d'agriculteur, est-ce qu'on n'est pas prédestiné à devenir agriculteur? Est-ce que ce côté transmission n'est pas plus important dans ce métier que dans d'autres métiers? Non, je pense pas, parce que après c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment adhérer et aimer. Hein. Moi, par exemple, j'ai une sœur et un frère. Donc mon frère il est hors de question qui reste sur la ferme, c'est vraiment pas son truc. Alors que ma sœur, elle, eh bien, maintenant elle est installée sur la ferme avec mes parents, donc elle est associée. Et il n'y a pas de pression par rapport à la reprise de l'activité comme on peut le connaître dans d'autres exploitations? Peut-être une pression au niveau économique parce que ça n'a plus rien à voir maintenant l'agriculture qu'il y a une vingtaine d'années. C'est plutôt ça. Cette activité, tu l'as un peu dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle t'apporte dans le vélo? Alors tu as évoqué la persévérance. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Et notamment, quel est ton rapport, par exemple, je pense à la nature qui est quand même un des fondements du vélo. Quel est ton rapport par rapport à tout ça? Eh bien, en fait, c'est vrai qu'on vit des moments galères sur le vélo, mais c'est pareil
quand je pense à mes parents, par exemple à ma sœur aussi, des fois c'est vraiment pas facile à la ferme. Alors c'est deux métiers où faut être vraiment, faut savoir ce qu'on veut en fait, faut vraiment rien lâcher. Et ouais, je pense que ça donne une force dans notre sport sur que ça tombe pas du ciel. Hein, faut vraiment travailler, faut insister. Et après par rapport à la nature, oui, c'est vrai qu'on s'y rapproche. Hein. Moi, quand par exemple aujourd'hui encore, j'ai fait 4h30 d'entraînement ce matin. Et bien je sais que quand je pars rouler, je n'ai jamais mis d'oreillette, je veux dire, de musique à l'entraînement. C'est une habitude et je pense que c'est mon côté un peu, à observer la nature, à regarder ce qui se passe. Je pense que ça ressort ça en fait. Et là maintenant, je pense une question un peu plus globale, l'agriculture et le vélo. Alors au niveau historique, on avait une population, on va dire, de cyclistes qui a évolué. On a moins, et c'est comme la population française, on a moins de population agricole, on a moins de population ouvrière, donc forcément on a moins de cyclistes issus du monde agricole et issus du monde ouvrier. Est-ce que toi, tu as l'impression justement d'être finalement un peu différent de par ce lien à la terre? Ou alors, est-ce que pour toi, ça n'a strictement aucun impact sur ta vie? Comment dire, non, après, quand on est parti en course avec l'équipe, c'est sûr que je suis un peu le coureur un peu plus terrien de l'équipe. Hein. On en rigole un peu. Mais après, non, moi, je pense que chacun a ses passions. C'est quelque chose que tout le monde accepte et c'est vraiment bien dans ce sens. Alors, j'ai une question un peu particulière, je crois, ce que tu vas me dire tout de suite si jamais je me trompe. On est sur un monde, le monde agricole est un monde qui subit depuis de nombreuses années finalement des crises quand même, c'est un monde dur. Il me semble que tu l'évoquais d'ailleurs dans le reportage de France 3 Région il y a 2 ans. Comment, quelque part, tu as pu vivre avec tes yeux, entre guillemets, spectateurs, cette crise-là? Et finalement, paradoxalement, est-ce que, en tant que cycliste, tu te sens pas privilégié aujourd'hui? Alors que finalement, cycliste est un métier terriblement dur aussi. Ouais, oui, c'est dur les deux métiers. Hein. Et privilégié, oui, non, dans le sens que, en étant coureur cycliste, c'est vrai qu'on vit des choses que jamais j'aurais vécu si je serais passé agriculteur après l'école. Là, je sais que demain, par exemple, on s'en va à UAE Tour, à Dubaï. On va être logé dans des hôtels à 5 étoiles clairement que je pourrais pas me payer si j'étais agriculteur. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment profiter. Et après le fait de voyager, c'est pareil. Hein, j'ai eu la chance d'aller en Australie, faire des grands tours, le Tour d'Espagne, l'Italie. Donc autant en profiter, et garder de très bons souvenirs dans toutes ces expériences avant de revenir sur la ferme. Et quelle est pour toi l'activité finalement la plus contraignante physiquement et mentalement? Parce qu'encore une fois, on est sur 2 métiers qui sont extrêmement durs. Je pense que tout le monde, personne ne dira le contraire. Ouais. Pour toi, justement, quelle est l'activité la plus dure et contraignante physiquement et mentalement? Et est-ce que tu penses quelque part que du fait de connaître justement ces contraintes du métier agricole est une force pour toi dans la pratique du vélo? Déjà, je dirais ce qui est le plus dur physiquement, c'est sur toute une vie, c'est le métier agriculteur. Je pense quand même parce que on arrive mon père il est bientôt à la retraite. On voit que il est fatigué. Hein, faut être honnête. Un coureur cycliste, c'est vrai que c'est très très dur physiquement, et ça dure moins longtemps et à 60 ans, on est moins usé qu'un agriculteur, je pense, honnêtement. Et c'est en fait le métier de coureur cycliste, c'est dur sur une plus courte durée
que un agriculteur, c'est dur physiquement, et il faut savoir que c'est tous les jours, le dimanche. C'est ça qui fait la différence, quoi. Mais après, ce qui est dur dans le vélo, c'est le fait de partir assez souvent loin de la famille. Et c'est ça qui est dur aussi, c'est qu'on loupe aussi pas mal d'événements dans notre famille, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui te pèse au quotidien? Non, pas encore, parce que je suis quand même un coureur assez jeune, hein, mais je pense que passer 35, 36 ans, je pense que ça doit être plus dur à vivre, et surtout en ayant après une vie familiale avec des enfants, donc je pense que ça va être aussi plus compliqué, ouais. Par rapport à la dernière question que je t'ai posée, c'est juste parce que j'en avais une autre justement sur une déclaration que tu avais fait au journal Ouest France en novembre dernier, où tu disais mes vacances sont ici, je suis bien. C'est-à-dire tu parlais de la Normandie. Ouais. Est-ce que par exemple toi t'es en vacances, partir à la Guadeloupe, partir au chaud sur les plages, c'est ton truc, ou au contraire justement tu préfères retourner à la terre entre guillemets? Ouais, non, mais en fait, je suis jamais parti en vacances en Guadeloupe ou loin comme ça. Et après, on est toujours parti à prendre des voyages, des avions, les hôtels et tout pendant toute l'année, que moi je me ressource vraiment à rester à la maison, à profiter de l'exploitation, profiter de la famille, et puis donner un coup de main à la ferme. C'est important pour moi, pour ma coupure, pour mentalement. Et voilà, c'est vrai que après, il faut trouver juste le milieu, parce que faut savoir que notre compagne, elle reste là, elle reste quasiment toute l'année à la maison, et c'est assez à ce moment-là que vous devez aussi partir faire un break aussi, donc faut trouver le juste équilibre. Comment tu gères tous les aspects diététiques de ton métier, notamment de par tout ce que tu connais, toi, de ton vécu? Est-ce que ça a un impact? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu es peut-être plus vigilant, ou peut-être différent de tes coéquipiers? Non, c'est pas très différent des coéquipiers. Mais après, au quotidien, si bien entendu, je fais très attention à ce qu'on mange tous les jours, hein. Et après, venant d'une ferme, être un peu plus campagne, c'est vrai que je mange plus du local, et c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi de bien manger à la maison. Une fois que je suis à la maison, ouais, c'est vrai que je mange plus des produits locaux, tout en faisant bien évidemment attention à la non prise de poids. Un petit peu de glace quand même de la ferme. Tu disais en 2018, et tu l'as redit tout à l'heure, que tu souhaitais revenir à la ferme à l'issue de ta carrière. Ouais. Alors, c'est une question qui engage le futur, mais entre guillemets qui ne l'engage pas vraiment. Mais si on te proposait de rester dans le monde du vélo, aujourd'hui, ta préférence, ça resterait l'agriculture ou pas? C'est vrai qu'il y a des coureurs qui restent dans le milieu du vélo, hein, et, par exemple, se reconvertissent en directeur sportif ou tout ça, ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, si on me dit après ma carrière, j'ai une opportunité de rester dans le milieu du vélo, honnêtement, non. Moi, je ne me vois pas rester dans le milieu du vélo après coureur. C'est vraiment quelque chose qui c'est clair dans ma tête. Et Ouais. est-ce que tu pourrais faire, alors c'est une question un petit peu parallèle, est-ce que tu pourrais faire autre chose que de l'agriculture? En fait, j'ai pas réfléchi à ça parce que j'y pense pas. Non, après, je sais que moi, c'est vraiment mon dada, hein. C'est vraiment le grand air, l'exploitation agricole, c'est ça qui m'attend, hein. Je me vois pas être dans un bureau après ma carrière. Ça, c'est clair et net. C'est la vie, se lever à 5 heures du matin, tout ça, c'est des choses qui ne te font pas peur. Ouais, encore chez nous, on se lève pas à 5 heures du matin, donc ça va. Ah. C'est quoi d'ailleurs le rythme à la ferme chez vous? Non, c'est 6h30, autour de 6h30, et après le soir, 7h30, quoi, à peu près en moyenne, ça dépend des saisons. Dernière question sur le sujet.
Est-ce que justement dans le peloton, je disais tout à l'heure, il y a moins de coureurs, mais il y en a quand même. Je lisais pas plus tard que tout à l'heure, je lisais un article sur Quintana qui est issu également de ce milieu-là, en Colombie. Est-ce qu'il y a d'autres agriculteurs dans le peloton avec qui tu échanges, ou est-ce que tu cloisonnes totalement les deux mondes? C'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Il y avait Maxime Daniel, je sais qu'on discutait bien ensemble, mais bon, maintenant, il s'est installé, lui, je pense. Donc, non, après, non, il n'y a pas trop de coureurs dans le peloton avec qui je parle d'agriculture, quand même, honnêtement. Et est-ce que tu sens un intérêt de la part on parlait de tes coéquipiers, justement, sur ce thème ou pas? Non. C'est pas un sujet qui les intéresse particulièrement, parce que c'est vrai que ça peut être très intéressant, justement, d'avoir ce retour. Ah oui. Ouais, si, des fois, ils me posent des questions, on en parle, et avec le staff aussi, ils aiment bien découvrir un peu ce milieu-là aussi, des fois, ouais. Genre, par exemple, au massage. Toi, qu'est-ce que tu penses justement des polémiques actuelles? Et là, je fais le lien avec l'actualité, on n'est plus trop dans le vélo, mais sur l'agriculture, on parle beaucoup, alors je déteste ce terme, mais je vais l'utiliser parce que c'est celui qui est utilisé, d'agribashing. Toi, qu'est-ce que tu penses justement de cette mouvance qui est pas favorable justement à l'agriculture traditionnelle, et notamment des militants qui vont dans les fermes, les exploitations? Moi, la question est, qu'est-ce que toi, en tant que citoyen, quelque part, tu en penses? Des fois, c'est vrai qu'on vit dans une drôle de société, hein. Moi, j'en pense que, moi, je crois à l'agriculture un peu plus petite, familiale, et vraiment mieux valoriser son produit. Après, je sais, il en faut pour tous les prix, pour tous les types de consommateurs, mais après, nous, mon optique d'agriculture, c'est plus privilégier le consommateur, peut-être aussi limiter les intermédiaires, donc et d'être fier de notre produit qu'on en sort de la ferme. En fait, c'est comment je vois la chose. Et vous n'avez jamais eu pour l'instant justement de personnes qui ont fait ce genre d'acte dans votre exploitation? Non, nous c'est vraiment une exploitation plutôt familiale, hein, avec très peu de tout ce qui est intrants et matières premières. Donc on est vraiment dans une région d'agriculture de bocage, nous, en fait, avec assez petites exploitations, contrairement à ce qu'on peut voir des fois à la télé, avec des fermes de 1000 vaches où il y a 800 hectares. Non, nous c'est resté à petite échelle à petite échelle. Dernière question, est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur justement sur une chose que tu aurais vécue atypique en tant que agriculteur d'intersaison? Parce que c'est comme tu le disais tout à l'heure, tu es surtout tu aides à la ferme lors de l'intersaison. Ouais. Pendant la coupure, c'est vrai que on fait plus de vélo, mais bon, officiellement on est encore coureur cycliste, et du coup il faut malgré tout dire où on dort toutes les nuits par rapport à les contrôles antidopage, par rapport à Adam. Et finalement, je me souviens, j'étais du coup en octobre, pendant la coupure, en corvée dans le silage de maïs. Et en fait, j'avais le contrôleur antidopage qui m'appelait, alors que j'étais en train d'aider les voisins à la ferme. Et du coup, j'ai dû quitter le chantier pour aller à faire mon contrôle antidopage, et je suis revenu après, en fait. Les agriculteurs les voisins, c'est vrai que maintenant ils le savent, mais c'est un peu, ils rigolaient de voir ça, et ils se disaient quand même que c'est quand même sérieux, c'est vraiment un autre monde. Donc là, maintenant, on va aborder la dernière partie. 3 questions d'actu. Ouais. Donc, première question. Evenepoel, Pogačar,
Van der Poel, Higuita. Comment on explique cette jeunesse de plus en plus précoce? Et ce qui m'intéresse aussi, c'est surtout pourquoi finalement les Français, c'est moins le cas chez les Français que dans d'autres nations. Et notamment, moi la question que je me pose, c'est est-ce que par exemple le fait que les Français fassent de plus en plus d'études, de bac+2, je pense que le bac+2 il doit être une norme aujourd'hui chez les cyclistes français. Tu me dis peut-être l'inverse, ça je ne sais pas, mais c'est l'impression que j'en ai. Est-ce que ça nuit pas à ce développement précoce? Bah après, c'est vrai que les jeunes générations qui arrivent là, c'est vrai que ça envoie du lourd, hein, et ils ont vraiment pas froid aux yeux, ils ont peur de rien, puis ils montrent qu'ils ont un talent de folie, hein, c'est même impressionnant. Et en France, c'est vrai que on dit toujours double bagage. Moi, j'étais au CCF, donc c'était tout le temps ça, un double bagage, études avant, vélo après. Après, je sais pas ce qu'ils ont comme études, hein, les coureurs comme Higuita, Evenepoel, tout ça. Je sais pas ce qu'ils ont comme études, mais en France, en bac+2, ouais, je sais pas quelle est la proportion, mais après il y a des talents qui arrivent aussi en France, hein. Comme donc Benoît Cosnefroy par exemple, je pense à lui, cette année je suis sûr il est capable de gagner une classique en World Tour, donc faut pas oublier les jeunes coureurs français aussi qui arrivent derrière. Bien sûr, mais je remets pas du tout en cause le fait qu'on ait des jeunes talents. Attention, hein, Non. là-dessus on en a, mais c'est justement qu'ils sont moins précoces. Et la question que je me pose en effet, et je vais te la poser aussi dans ce cas-là, du coup différemment, c'est est-ce que si par exemple tu n'avais pas fait tes études, parce que tu disais il faut gérer les études, tu parlais de Roanne et de la navette entre Roanne et Aurillac, j'imagine quand même que c'est fatigant à cet âge-là. Et c'est quelque part du temps que tu n'investis pas dans ton entraînement et ta préparation. Oui. Donc, est-ce que toi, tu penses que ta carrière, finalement, aurait peut-être eu une croissance? Pas forcément, tu serais peut-être arrivé au même point, mais tu aurais peut-être évolué différemment si, justement, tu n'avais pas eu ces études. Ouais, on sait pas, hein. C'est vrai que on sait pas du tout comment notre corps peut assimiler aussi la charge d'entraînement, parce que c'est vrai que le vélo, des fois, les meilleures années, c'est après 30 ans. Et comme les jeunes talents, je sais pas de quelle durée vont être leur carrière. S'ils vont aller au-delà de 37, au-delà de 36 ans. On sait pas que en France, mine de rien, on retrouve beaucoup de coureurs qui ont fait une grande carrière. Et, par exemple, Hubert Dupont, hein, j'ai été avec lui pendant toutes ces dernières années dans l'équipe. Il m'a dit, moi, mes meilleures années, c'est après 30 ans. Alors, je pense que c'est vraiment individuel au niveau comment le corps assimile toutes les années de course. Donc, à voir dans le long terme comment évoluent les carrières de coureurs cyclistes, si elles ont tendance à diminuer par rapport à l'heure actuelle. D'accord. Deuxième question, que toute bête. Bardet fait sa rentrée en France sur le Tour du Haut-Var. Ouais. Et quel est, toi, ton programme? Et la question aussi que je pose, alors je ne sais pas, du coup, j'ai peut-être pas forcément la réponse, mais est-ce que tu seras de la partie en Italie? Alors, oui, Bardet, là, Romain, il va reprendre sur le Haut-Var, là, ce week-end. Donc, et après, il sera axé plus, focus sur le Giro. Et du coup, pour ma part, ce sera pareil. Je vais certainement refaire le Giro. Donc pour ça, ouais, ça impliquera aussi un fort entraînement, et surtout aussi comment prendre aussi des automatismes avec Romain aussi. Donc pour cela, je pense qu'on sera sur le Tirreno ensemble, et bien sûr aussi sur le Tour des Alpes. Et ça te fait quoi, toi, de pouvoir justement courir avec un coureur qui
en toute logique, postule pour un podium et si ça se trouve, peut-être pour la victoire finale. Toi, tu le vis comment? Eh bien, c'est vrai que c'est un nouveau challenge parce que travailler pour un leader qui a déjà fait podium sur un Tour de France, c'est vrai que c'est assez grandiose, hein. C'est bien, c'est stimulant, c'est vraiment motivant. Donc ça prouve aussi que l'équipe veut mettre toutes les chances sur le Giro, donc l'équipe me fait confiance de ce côté-là, donc c'est vraiment bon signe, même si je ne suis pas sur le Tour de France cette année. Je sais ce sera un Giro palpitant. Ouais. Et toi, par exemple, alors j'ai une question, t'es pas obligé d'y répondre, mais si on t'avait donné le choix entre faire le Tour de France, que tu n'as jamais fait, hein, je dis pas de conneries, hein. Oui, oui. Voilà, faire le Tour de France ou faire le Giro avec justement un coureur qui peut peut-être l'emporter, tu aurais choisi lequel? Cet hiver, moi, j'avais vraiment la tête à m'orienter plus sur le Tour de France, pour être honnête, sans savoir quel leader serait mis sur les deux grands tours. Parce que après, pour un coureur français, c'est vrai que c'est un peu l'objectif d'une carrière de faire le Tour de France. Et puis moi aussi, j'aimerais avoir comme objectif de le réaliser. Et comme ça, j'aurais aussi mes 3 grands tours à ajouter sur mes lignes. Donc voilà. Après, à y réfléchir, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez unique de pouvoir protéger un coureur comme Romain Bardet sur un grand tour. Et donc après, c'est l'équipe qui décide, hein, même si on dit on a notre mot à dire. Mais bon, après, je peux faire là cette année bien protéger Romain Bardet sur le Giro, parce que je commence à bien connaître le Giro. Et puis après, ça n'empêche rien pour l'année prochaine. Dernière question. Un coureur donc qui a le même âge que toi, si je ne dis pas de bêtises, Jimmy Turgis, a dû arrêter sa carrière la semaine passée pour problème cardiaque. Toi, justement, en tant que coureur, comment tu vis justement tous les dangers? Parce que le cyclisme, là, on est Dieu merci sur un cas finalement qui aurait pu être très grave, parce que c'est dur à vivre pour le coureur, bien évidemment, mais bon, il aurait pu entre guillemets décéder de cette maladie. Et donc, toi, en tant que coureur, comment tu vis les drames qu'on a eu? On a eu Björn Lambrecht l'année dernière. Comment toi tu vis justement ces drames et comment ils peuvent éventuellement influer sur ta façon de vivre le vélo? C'est quelque chose qui touche, hein. C'est quelque chose qui fait réfléchir, hein. C'est quand même assez dramatisant. Je sais, on est déjà très bien suivi au niveau médical, donc c'est vrai que c'est quelque chose à prendre au sérieux. Et c'est sûr qu'à la place de Jimmy, ça doit être dur à vivre, mais bon, après c'est comme tu as dit tout à l'heure, hein, ça aurait pu se passer différemment, être bien plus grave. Donc c'est vrai que il faut relativiser je sais qu'un sportif de haut niveau c'est toujours se relever et rebondir vers d'autres objectifs. Donc c'est la vie et faut l'accepter comme elle vient. Et toi, si justement, et Dieu te préserve, hein, entre guillemets, mais si toi on t'annonçait que tu devais arrêter ta carrière tout de suite, tu te remobiliserais rapidement, justement, tu rebasculerais sur le côté agriculture facilement? Oui, après c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une passion forte à côté du vélo. Alors ça n'est pas arrivé, mais oui, si ça arriverait, je me remettrai assez facilement. C'est facile à dire, hein, mais je sais que la vie continuerait et que je serais aussi heureux à poursuivre sur une autre manière de vivre, dans l'agriculture par exemple. Eh bien écoute, nous allons arrêter là.
Donc, je Ouais. te remercie pour cette petite heure passée en ta compagnie. Ouais, bah merci à toi, c'était cool. Et donc, je te souhaite bonne continuation pour le reste de la saison. Ouais, eh bien merci beaucoup.